Ici Satou. Chaque fois que je regarde l'émission de chasse au trésor, argent caché chez vous, je ne peux m'empêcher de penser, leurs impôts ont dû être une tuerie cette année-là. Mais bon, mes impôts sont déjà assez exorbitants comme ça. Prenez ça, monsieur. L'épée courte de Pochi s'abattit sur la jambe du chef des voleurs. Ne me sous-estimez pas, petite. Le chef leva sa hache au-dessus de sa tête pour l'écraser. MRRR. IA. À cet instant, une flèche de l'arc court de Mia et une pierre de Tama atteignirent les bras de l'homme, interrompant son attaque contre Pochi. GRR, ça suffit, espèce de... Alors qu'il reculait en titubant, le chef tenta de nous intimider, mais le sort de magie psychique d'Arisa, coup mental, surgit de nulle part. L'homme perdit connaissance instantanément et s'effondra au sol comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Une fois la magie d'Arisa neutralisée, nous les avons dépouillés de leurs armes et les avons attachés avec une corde au milieu d'un pré près de la route principale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces types? Bon, que font les gens dans une telle situation? Je ne connaissais pas la réponse à la question d'Arisa, alors j'ai répondu par une question personnelle, concernant les pratiques courantes de ce monde. Puisque tous les bandits que nous avions rencontrés jusqu'ici étaient de simples villageois sans prime, nous les avions simplement malmenés, désarmés et mis en déroute grâce à ma compétence, coercition, et à la magie de peur d'Arisa. Si l'on causait des problèmes, la pratique courante est la décapitation. Si vous apportez la tête d'un voleur à un garde de ville, vous recevrez une récompense pour son extermination. C'est Lisa qui a répondu à ma question. C'est une façon assez violente de gérer les choses. Je préférerais une méthode un peu plus pacifique, si possible. Et s'ils n'ont causé aucun problème? Alors, on les ramène généralement vivants en ville. Dans ce cas, les voleurs seront vendus à des marchands d'esclaves comme esclaves criminels, et celui qui les a appréhendés recevra la moitié du prix en plus de la récompense. Dans ce dernier cas, la ville augmente sa main-d'œuvre en plus de maintenir la paix. Cela a probablement fonctionné grâce à la compétence, contrat. On les ramène dans la ville que nous avons traversée plus tôt, alors? Non, creusons un trou et jetons-les dedans. Les colonnes de garde de cette ville avaient autant de crimes majeurs en suspens, comme des agressions sexuelles et des meurtres, que les voleurs, alors je ne voulais pas y aller. Ils pourraient inventer de fausses accusations pour nous confisquer notre carrosse ou notre cargaison, ou, pire, essayer de s'en prendre aux enfants. Tous? Oui, j'ai un sort qui va faciliter les choses. Pour preuve, j'ai utilisé mon sort de piège pour créer un trou sous les voleurs, d'où ils ne pourraient pas s'échapper facilement. Maintenant que notre sécurité était assurée, j'ai fait disparaître le mur de l'abri qui protégeait Lulu et la calèche. J'avais demandé à Lulu de surveiller nos chevaux et notre véhicule pendant que nous nous occupions des choses, mais elle affichait maintenant une expression déprimée. Ça va, Lulu? Oh oui, une fille si gentille était probablement choquée de voir des blessés au combat. En triant notre butin, Tama a trouvé quelque chose d'intéressant et me l'a apporté. Fruit de gabo? Dans les mains de Tama se trouvait un légume racine, de la taille d'un poing, qui ressemblait à une citrouille miniature rouge. De mémoire, les fruits de gabo compensaient leur goût infect par leur valeur nutritive et leur facilité de culture. Il n'était donc pas surprenant qu'ils soient cultivés dans la baronnie de Muno. Cependant, comme c'était un aliment de prédilection des gobelins, on ne pouvait les cultiver que dans les villes ou autres zones fortifiées. En inspectant la ville que nous venions de traverser, j'ai constaté qu'ils étaient élevés en masse. D'après la carte, environ les 2/3 de la superficie de la ville avaient été transformés en champs. Normalement, cela n'aurait pas été surprenant dans un territoire aussi ravagé par la famine. Néanmoins, je ne pouvais m'empêcher de soupçonner qu'il y avait plus que ça, puisqu'il y avait un démon se faisant passer pour un magistrat. En cherchant des gobelins sur la carte, j'ai trouvé une quinzaine de petits villages de demi-gobelins dans la grande forêt près de Muno City. Chaque village ne comptait qu'une trentaine de gobelins, et ils n'étaient pas proches les uns des autres, j'en ai donc conclu qu'ils n'étaient probablement pas élevés délibérément. Mais quelle est la différence entre un gobelin et un demi-gobelin? Puisque demi désignait généralement une sous-espèce, il devait s'agir d'une sous-espèce particulière de gobelins. Les sous-espèces de monstres seraient puissantes, mais elles n'étaient toutes qu'entre les niveaux 1 et 3, donc elles ne nous poseraient pas de problème. Quoi qu'il en soit, ces informations sur les fruits gabo et les demi-gobelins étaient probablement suffisantes pour le moment. J'ai déposé le butin trié dans la réserve, et nous avons quitté cette zone. Après 2 jours de voyage supplémentaires, nous avons entamé notre 6e après-midi depuis notre arrivée dans la baronnie de Muno. Cette fois, nous avons rencontré une bande de voleurs inquiétante. Ah bon? Ce sont ces jeunes bandits dont on a entendu parler tout à l'heure. Oui, on dirait bien. 5 jeunes filles étaient allongées en travers de la route, bloquant le passage de la calèche. Je comprends qu'elles essaient de nous arrêter, mais même l'imprudence a ses limites. Ne bougez pas, 10 tireurs pointent vos chevaux depuis les bois. Un jeune garçon a surgi de la forêt, nous menaçant d'une voix rauque et prépubère. Lisa a arrêté son cheval devant les jeunes bandits pour garder la calèche,
tandis que Nana est venue nous protéger, Lulu et moi, dans la place du cocher. Bien sûr, le garçon bluffait. J'avais déjà déterminé, grâce à une recherche sur la carte, qu'il n'avait ni arc ni fronde. Il tenait des pierres, mais on pouvait facilement gérer quelques enfants qui nous en jetaient. J'ai averti Lisa et Nana de ne rien faire à moins que la situation ne devienne dangereuse. Donnez-nous à manger si vous tenez à votre vie. La demande audacieuse du garçon aurait pu paraître impressionnante si ce n'était le débat qui a suivi. Ouais, surtout tes pommes de terre. On ne devrait pas leur dire de nous donner de la viande séchée à la place? Je veux goûter du pain. Tout est bon, tant que ce ne sont pas des mauvaises herbes. Tais-toi, bande d'idiots. Il faut être un pour être un, idiot. Tais-toi. La galerie de cacahuètes s'est jointe à eux, et l'ambiance a été gâchée. Leur donner à manger ne me dérangeait pas, mais j'aimerais d'abord dégager la route si possible. Soldat Pochi, soldat Tama, vous êtes chargés de sortir ces petites filles de la rue. Ne leur faites pas de mal, d'accord? Oui, sire. Bien reçu, monsieur. Tama et Pochi firent un salut militaire qu'ils avaient appris d'Arisa, puis sautèrent du carrosse. Je suis descendu à mon tour, j'ai pris une des enfants qui nous bloquait le passage et je l'ai doucement lancée vers les enfants dans les bois. Les autres se sont précipités pour la rattraper. En cherchant l'enfant suivant, j'ai remarqué que Pochi et Tama avaient négligé leur tâche de déblayage et préféraient se laisser tomber à côté des filles et les scruter. Elles ont les rafalé. Des ventres qui gargouillent, monsieur. Tama et Pochi ont fouillé dans leurs poches et ont commencé à donner aux filles les restes de viande séchée et de pâtisserie qu'elles trouvaient. De la viande? C'est délicieux, merci. Les jeunes filles ont poussé un petit cri de joie à l'unisson. Puis Pochi et Tama ont remarqué que je les observais. D'un regard fuyant, elles ont rapidement poussé deux des filles sur le bord de la route. L'une des deux autres a paniqué et s'est précipitée à leur poursuite dans la forêt. C'est pas juste. Et nous? Moi aussi, j'ai envie de manger de la viande. Dans les bois, les enfants commencèrent à se chamailler. On se tire? Il ne faut pas se battre, messieurs. Même s'il était à l'origine du conflit, Pochi et Tama faisaient de leur mieux pour arbitrer. Je pensais les rappeler et faire avancer la calèche, mais une fille s'obstinait à rester sur la route, refusant de comprendre le message. On aurait dit qu'elle était au collège, mais l'écran de réalité augmentée m'indiquait qu'elle avait le même âge que Lulu, donc techniquement, c'était une adolescente. Tu vas retourner dans la forêt toi-même, ou tu préfères que je te jette? Malgré mes paroles un peu dures, la fille resta face contre terre, immobile, comme si rien au monde ne pouvait la faire bouger. J'essayais de la soulever par la ceinture, mais je dus m'arrêter en cours de route. Sa main était coincée dans une racine enfoncée dans la route. La tirer vers le haut la blesserait probablement, alors je sortis un couteau de ma ceinture pour la libérer. Elle lâche Totona. Le chef présumé sortit précipitamment des bois, une massue à la main. L'ignorant, je coupais la racine qui avait piégé Totona, la soulevais de la route et la hissais sur mon épaule. Lisa s'avança vers le garçon en agitant frénétiquement sa massue, alors je l'arrêtai d'un geste de la main. Au moment où il se jetait sur moi, je lui arrachai la massue et le renversai d'une légère poussée du pied. Il fut un instant stupéfait, alors je le soulevai par la ceinture et le lançai dans les bois vers ses amis. J'y lançai la petite Totona. De retour à la calèche, Arisa me tendit un repas qu'elle avait sorti de notre sac de contentement, que je déposai sur le bord de la route. Malgré leur aspect enfantin, ils nous avaient quand même attaqués, alors nous leur avons donné des rations parmi les moins appétissantes. Alors que nous reprenions notre route, Lisa fit s'agenouiller Tama et Pochi dans la calèche en les réprimandant. Apparemment, il était strictement interdit aux esclaves de donner les biens de leur maître sans permission. Je ne trouvais pas cela grave, puisqu'il ne s'agissait que de friandises, mais j'avais confié leur éducation à Lisa. Je ne voulais pas la déstabiliser, alors j'ai décidé de les rassurer plus tard. Mia montait le cheval de Lisa à sa place. Tandis que la conférence se poursuivait en arrière-plan, j'ouvris la carte pour examiner la suite de notre voyage. Nous traverserions d'abord la rivière et continuerions vers l'ouest sur la route qui longeait la grande forêt de l'autre côté. Nous atteindrions la petite route qui menait au cœur de la forêt dans environ 3 jours. La route secondaire paraissant trop étroite pour la calèche, il nous faudrait nous procurer d'autres chevaux dans la ville proche de la forêt. Le problème le plus urgent, cependant, était la mystérieuse milice de vieillards sur les rives de la rivière. Ils étaient probablement venus du village le plus proche pour pêcher, mais l'absence de jeunes parmi eux me parut un peu étrange. Tu te soucierais de ces enfants de tout à l'heure, par hasard? Arisa s'assit à côté de moi, se comportant comme une conseillère. Non, maintenant, je m'inquiète pour cette armée de vieux. Vieux? Surprise, Arisa pencha la tête, l'air confus. C'était un geste mignon venant d'une petite fille, mais je n'en finirais jamais si je le disais, alors je le gardais pour moi. Oui, des personnes âgées. J'ai caressé la tête d'Arisa en répétant la même chose. Après la rencontre avec les jeunes bandits, notre calèche a roulé pendant environ 2 heures jusqu'à notre arrivée au bord de la rivière. Le groupe de personnes âgées que j'avais repéré était toujours là.
Elle ne pêchait même pas dans la rivière, elle n'était qu'une huitaine à se réchauffer autour d'un feu. En fait, la rivière était presque entièrement asséchée, avec seulement quelques pitoyables filets d'eau au milieu, donc je suppose que pêcher aurait été impossible. Comme la rivière semblait avoir été assez large autrefois, un tremblement de terre ou quelque chose du genre avait dû modifier son cours. Les personnes âgées nous ont remarqués, mais elles n'ont pas réagi. À première vue, elles avaient l'air sans abri, mais camper dans un endroit aussi dangereux serait normalement suicidaire. Un peu intriguée, j'ai donc arrêté la calèche de l'autre côté de la route et j'ai emmené Lisa comme escorte pour aller les contacter. En guise de gage de paix, j'avais apporté une bouteille d'alcool et de la viande d'ours fumée. J'avais compris, lors de mon test de boîte à objets à Sedum City, que je pouvais créer une sorte de boîte à fumée à l'intérieur, et c'est ainsi que j'avais préparé cette viande fumée. Malheureusement, comme la fumée ne pouvait s'échapper, la majeure partie de la viande avait trop fumé et avait développé un goût et une odeur étranges. Cette viande d'ours fumée était l'un des rares résultats positifs. Bonjour, il fait beau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh là là, un marchand, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir à faire à un vieil homme comme moi? Lorsque j'ai parlé à l'homme qui semblait être le chef, il m'a répondu avec une politesse surprenante. Les autres personnes âgées étaient plutôt ordinaires, mais cet homme dégageait un certain prestige. Outre son niveau 13, il possédait les compétences étiquette, calcul et calligraphie. Peut-être avait-il été fonctionnaire au service d'un noble. Veuillez m'excuser de vous déranger. On a arrêté notre voiture pour faire le plein d'eau dans le ruisseau et on vous a tous remarqué, alors j'ai simplement pensé venir vous saluer. C'était une excuse bidon, mais ça ne les dérangerait probablement pas. Avant que le chef ne puisse répondre, les autres vieux se mirent à parler en même temps. Terriblement polis, hein? Imaginez-nous, les vieux, comme deux pierres au bord de la route. C'est vrai, on ne peut même plus admirer la rivière avant d'être rentré au paradis. Et si on retourne au village, on sera juste un fardeau pour nos fils et nos filles. Si on doit vendre nos petits-enfants, je préférerais que les dieux m'emmènent ici. Mais vous êtes toujours les bienvenus ici si vous avez un peu de nourriture? Mon Dieu, si jamais je mange encore, je pourrais bien m'envoler vers le paradis, tout heureux. C'est pas vrai? J'imagine qu'au lieu d'abandonner leurs aînés dans les montagnes comme dans ces vieux contes, ils les abandonnent au bord des rivières, ici? Allons, allons, ne fais pas cette grimace. Ce n'est rien, intervint une vieille femme en me regardant avec inquiétude. J'ai la compétence visage impassible, elle n'aurait donc pas dû deviner mes sentiments à mon expression, mais quelque chose dans mon aura devait le trahir. Bon, on a quitté le village tout seul pour avoir moins de bouches à nourrir. Et si on se tire plus vite, ces pauvres types n'auront peut-être pas à se vendre. Ouais, surtout que le chef disait qu'il n'y avait pas beaucoup de marchands qui achetaient des esclaves ces derniers temps. Alors, sans personne pour acheter leurs filles, ils sacrifiaient leurs aînés? Apparemment, les monstres attaquaient rarement près de cette rivière, alors ils attendaient tranquillement ici que leur vie s'éteigne. Ils ne savaient pas pourquoi cet endroit était à l'abri des monstres. La carte montrait les vestiges d'un fort sur la montagne derrière le campement riverain, c'était peut-être pour ça. Eh bien, j'ai apporté ça en signe d'amitié. J'ai tendu le vin et la viande fumée au chef. Il les a distribués aussitôt aux autres vieux, qui étaient presque fous de joie. On ne devinerait jamais que leur statut affichait affamé et surmené à cette démonstration d'énergie. Oh, c'est de l'alcool, je vous le dis, de l'alcool. Quelle odeur divine, fiston. Ça fait combien d'années? Oh, il y a de la bonne viande ici aussi. Venez, monsieur le marchand, pourquoi ne pas vous joindre à nous avec votre adorable garde près du feu? On dirait qu'on va se créer un dernier bon souvenir avant de mourir. On peut manger ça avant que ces gosses ne reviennent? Certains commentaires étaient un peu morbides, mais dans l'ensemble, tout le monde semblait content. La dernière remarque d'une des vieilles dames faisait probablement référence aux jeunes bandits rencontrés plus tôt. On a encore des provisions, alors je t'en donnerai avant de partir. C'est vraiment pas gentil de ta part. Maintenant, bois un coup. J'ai accepté la petite tasse d'alcool offerte par l'un des vieillards et je l'ai vidée d'un trait. Oh, oh, ce garçon sait boire. En partageant quelques verres avec les vieux, je leur ai demandé de me raconter des rumeurs sur la région. D'après eux, les jeunes bandits étaient des enfants serfs chassés d'un village agricole voisin pour réduire le nombre de bouches à nourrir. Comme je n'avais finalement pas besoin de garde, j'ai renvoyé Lisa auprès des autres pour qu'ils installent le camp. De toute façon, nous avions prévu de nous reposer un peu en amont du ruisseau, de l'autre côté, donc ce ne serait pas un problème de le faire ici. J'ai demandé à Lisa de préparer suffisamment de porridge de blé et un ragoût de viande tendineuse et de pommes de terre pour nourrir un grand nombre de personnes. Mon raisonnement était que les anciens ne mangeaient pas beaucoup d'habitude, donc la bouillie de blé faciliterait la digestion tandis que le ragoût les rassasierait. La viande tendue serait plus longue à mâcher et particulièrement satisfaisante. Cela impliquait d'éplucher beaucoup de pommes de terre, et les plus jeunes y mettaient aussi du leur. Une fois,
J'étais entouré de monstres squelettes, et j'ai cru que j'étais fichu. Encore cette vieille histoire? Le visage du chef était rouge d'alcool lorsqu'il commença à parler, et un autre vieil homme l'interrompit. C'était à l'époque où le territoire était un marquisat? Demandai-je. Oui, c'est vrai. À l'époque, des monstres morts-vivants surgissaient partout. On aurait dit qu'ils surgissaient de l'ombre des bâtiments. Tu as dû avoir de la chance de survivre. Eh bien, curieusement, les monstres n'attaquaient que les nobles ou les soldats qui les attaquaient en premier. Le roi mort-vivant Zen n'avait donc pas attaqué les gens sans discernement. Mais le vrai danger venait après. Que s'est-il passé? Le marquis a incendié toute la ville pour se débarrasser des monstres. Cela paraît excessif. C'était effectivement le cas. D'énormes obus enflammés se sont abattus sur la ville, consumant monstres et citoyens. C'était l'enfer, dit le chef d'une voix tremblante. C'était vraiment incroyable qu'il ait survécu à une telle calamité. Alors, la ville actuelle de Muno a-t-elle été reconstruite après ça? Non, je n'étais pas à Muno à ce moment-là. Apparemment, celui qui avait enlevé la femme de Zen n'était pas le marquis lui-même, mais son jeune frère. Zen avait donc attaqué la ville où le frère du marquis était vice-roi. N'empêche, toute arme utilisée pour incendier une ville entière devait être terrible. Oui, le canon magique du château du marquis Muno était hérité d'un ancien empire. Un ancien empire? Alors, un ancien empire, cette fois? Voilà une phrase clé. Mon moi de collégienne obsédée par la fantaisie serait en train de craquer. Je me demande si ce canon magique est différent de celui de la tour de défense anti-dragon que Zena m'a montré à Serious City. Ah oui, avant la fondation du royaume de Shiga. Pour résumer l'explication quelque peu fastidieuse du chef, l'ancienne civilisation en question était un empire orc qui existait avant la fondation du royaume de Shiga, s'étendant du marquisat de Muno jusqu'à l'actuel duché d'Ugosh au sud. Et avec le canon magique installé, Muno City était en première ligne de la bataille entre le seigneur démon qui régnait sur l'empire ORC et le héros de l'empire Saga. Attendez, donc ce canon magique pouvait être utilisé en ville? Il utilisait probablement une source de mana, mais s'il pouvait attaquer une ville à des dizaines de kilomètres, cela ressemblait à mon sort pluie de météores. Cependant, le canon magique a disparu. On dit que le roi mort-vivant l'a détruit en tuant le marquis Muno. Le temps que le récit captivant du chef se termine, le coucher du soleil projetait de longues ombres sur le camp. Et, les gars, on a apporté à manger. Il n'y a pas de mauvaises herbes aujourd'hui. Couverts de feuilles et de toiles d'araignée, les jeunes bandits déboulèrent du bois derrière le feu, où j'étais assis avec les vieux. Eh, c'est le type de tout à l'heure. Tu n'es pas venu récupérer la nourriture, si? Il est arrivé avant nous. Les autres enfants m'ont repéré parmi les vieux et se sont rassemblés anxieusement derrière leur chef. Ne voit-il pas qu'on organise un petit banquet décontracté ici? Oh, maître, le dîner est prêt. Que Lisa l'apporte, s'il vous plaît. Mangeons ensemble. J'en avais déjà parlé avec le groupe des vieux, alors seuls les enfants ont été pris au dépourvu. Lisa et Nana ont apporté une grande marmite et l'ont placée près du feu de camp. J'avais fabriqué tout un tas de bols en bois pendant notre séjour à Sedum City, il y en aurait donc assez pour un groupe comme celui-là. Même après que les vieux et mon propre groupe eurent servi leur portion, les jeunes bandits n'ont pas fait la queue pour manger. Tu n'aimes pas le porridge de blé? Ai-je demandé. Le garçon devant moi irradiait toujours d'hostilité, alors je me suis adressée à la fille à côté de lui. Non, j'adore. Alors venez manger avec nous. Malgré mon invitation, les enfants gardaient encore prudemment leur distance. Allez, les enfants, mangez avec nous. Asseyez-vous, les fils. Lorsque les vieux leur tendirent des bols de porridge, ils cédèrent enfin à la tentation et acceptèrent timidement un peu de nourriture. Miam, ce n'est pas de l'herbe du tout. Waouh, il y a aussi quelque chose qui sent bon. Il y a de la viande dans ce ragoût-là. Sérieux? Tu as raison, c'est de la viande. Avec un commentaire plutôt étrange au milieu de leurs acclamations, les enfants commencèrent à dévorer le repas avec allégresse. Assurez-vous de bien mâcher avant d'avaler, sinon vos estomacs le paieront plus tard, conseilla Arisa. Cette petite a raison, vous feriez mieux de bien mâcher. On ne pourra peut-être plus jamais manger comme ça, vous savez. Ne dis pas de choses aussi méchantes au milieu d'un repas, imbécile. Le vieux enchaîna avec une remarque menaçante, mais la vieille dame à côté de lui le frappa à la tête. Juste à ce moment, Pochi, la première à vider son assiette, déclencha une guerre d'une seule phrase. Un deuxième plat, s'il vous plaît, monsieur. Les jeunes bandits sursautèrent, presque audiblement tendus, à ce mot. Nana, la plus proche mangeant de la marmite, hocha la tête d'un air absent et lui servit encore de la nourriture. Ayant déjà terminé leur repas, quelques jeunes garçons mordillèrent légèrement leur cuillère en regardant Pochi recevoir un deuxième plat avec envie. Pas besoin d'être modeste, vous tous. Si vous en voulez plus, allez-y, leur dit Arisa, remarquant la situation. Dès qu'ils l'entendirent, les enfants qui avaient déjà fini leur assiette se précipitèrent vers Nana. Les autres jeunes garçons et filles qui n'avaient pas encore fini commencèrent à engloutir leur nourriture.
Certains s'étouffèrent dans leur hâte, et les plus âgés les réprimandèrent. Mâchez bien votre nourriture. Pas besoin de se presser si tu en veux une deuxième fois. Il y en a plein d'autres, dis-je en m'excusant. On risquait d'en manquer à ce rythme-là, alors je me suis dirigée vers la cuisine, près de la calèche, pour préparer à manger. Lulu et Lisa se sont précipités pour m'aider, et j'ai utilisé le sac de rangement pour sortir de la viande d'hydre du stockage, la couper en petits morceaux et les enfiler sur des brochettes. À ce stade, il serait probablement préférable d'en faire 2 par personne. Tu as besoin d'aide, alors? Excuse-moi, mais si on peut aider. On va aider. Une dame âgée, la petite Totona, et une jeune fille qui semblait être sa sœur sont venues donner un coup de main. Grâce à ces 3 paires de mains supplémentaires, la préparation des brochettes de viande a pris moins de temps que prévu. Me disant qu'on pouvait les servir fraîchement cuites, je suis retournée au feu de camp avec un plateau de brochettes de viande sur un grillage. Youpi, des brochettes, monsieur. Sentant l'odeur des brochettes qui commençaient à cuire, Tama et Pochi agitèrent joyeusement les bras au-dessus de leur tête. Les enfants, qui mangeaient leur deuxième portion, faillirent laisser tomber leur cuillère en regardant les brochettes que Lulu préparait. Mia, toujours légère, se dirigea vers un endroit où la fumée de la viande ne la dérangerait pas et se mit à jouer du luth. Ces chants joyeux s'accordaient parfaitement avec l'ambiance. Les cris de joie des enfants qui se régalaient des brochettes se mêlaient à la musique du luth sous le ciel étoilé. Les enfants, somnolents après avoir mangé à leur faim, commencèrent à se diriger vers un grand fossé près du feu de camp. Je me demandais quelle était sa profondeur et je jetai un coup d'œil au trou. Il ne mesurait qu'1,80 m, assez pour que les 9 enfants puissent s'y cacher et se blottir les uns contre les autres. Pour se protéger du vent, ils posèrent une natte en herbe ou quelque chose de similaire sur le trou. Les anciens avaient leur propre fosse pour dormir. Il faisait terriblement froid, alors je leur ai offert des fourrures de loup brun et d'ours que j'avais stockées au dépôt. Nous avons partagé un repas entre amis. Je devrais pouvoir intervenir un peu. Monsieur le marchand. Qu'est-ce qu'il y a? L'un des garçons s'est approché de moi, celui qui avait tenté de protéger Totona avec une massue. D'après l'affichage de Lara, c'était son petit frère. C'est pour la nourriture, et pour me faire pardonner de t'avoir agressé plus tôt dans la journée. Le garçon me tendit un objet lisse en bois sculpté. On aurait dit 3 cubes de 5 cm, reliés entre eux. Quand je le pris des mains du garçon, il était plus lourd que je ne l'avais imaginé. D'après mon affichage de Lara, ce n'était pas du bois du tout, mais un métal appelé acier de Damas. En y regardant de plus près, j'ai remarqué plusieurs stries rougeâtres qui auraient pu être des points de jonction. Grâce à ma compétence analyse, aujourd'hui négligée, j'ai appris qu'il s'agissait d'un appareil à clé magique tout usage, mais j'ignorais totalement à quel type de serrure il pouvait servir. Tu l'as fabriqué toi-même? Je ne pensais pas qu'il l'avait fait, mais je me suis dit que c'était une bonne indication pour savoir d'où il venait. Non, je l'ai trouvé sur la montagne. Qu'est-ce que c'est, fiston? Je t'avais dit de ne jamais y aller. Un des vieillards pointa la montagne du doigt et gronda le garçon dans un jet de salive. Me demandant s'il y avait une créature dangereuse là-haut, je consultai la carte. Il n'y avait rien eu pendant la journée, mais la forteresse en ruine était maintenant infestée d'une trentaine de monstres, comme des soldats squelettes et un spectre. Les soldats squelettes étaient de niveau 10 environ, mais le spectre était de niveau 25. Ce dernier possédait notamment les compétences héréditaires, paralysie, peur, contrôle des proches, et drain de vie. Il était même capable d'utiliser la magie de glace. Même si ces créatures n'apparaissaient que la nuit, il était inquiétant de penser que des monstres aussi dangereux étaient si près de ces personnes âgées et de ces jeunes enfants. Il y avait aussi des sangliers sauvages qui rôdaient dans la montagne, dont un de niveau 15. Y a-t-il quelque chose de vivant sur cette montagne? Cette fois, je m'adressais au vieil homme qui avait grondé le garçon. Les fantômes vengeurs des nobles y apparaissent la nuit. Et le jour, un énorme sanglier que nous appelons qu'un œil rôde par là. Un gros sanglier pourrait être une bonne source de nourriture, cependant. Bien sûr, si on pouvait le tuer. 3 anciens soldats sont allés un jour dans les bois chasser le vieux qu'un-œil, et un seul en est revenu vivant. Le vieil homme poussa un soupir. Il considérait donc ce sanglier comme le maître de la montagne. De toute façon, nous commencions à manquer de viande de sanglier, alors j'ai décidé que nous pourrions aller visiter la forteresse en ruine pour aider mes enfants à progresser. Le lendemain, nous avons chevauché les 4 chevaux sur le sentier menant aux ruines du fort. Nous avons laissé la calèche au pied de la montagne. Les missions du jour consistaient à chasser le sanglier et à exterminer les monstres du fort. Mon plan était de vaincre les spectres à l'air dangereux avec ma magie ou une épée sacrée, et les autres petits monstres serviraient de XP à mes enfants. Au fait, les pères sur chaque cheval étaient Nana et Pochi, Lisa et Arisa, Mia et Lulu, et Pochi et moi. Repose en paix, assise devant moi, Tama désigna une falaise près de la route de montagne. Qu'est-ce que c'est? Il y a des bouonnes.
Je suivis le doigt de Tama jusqu'à quelque chose comme un vieux chiffon coincé dans les rochers à mi-hauteur de la falaise, et effectivement, je pus voir des éclairs blancs. Non loin de là, j'aperçus aussi ce qui semblait être un manche de couteau. En plissant les yeux, un écran de réalité augmentée apparut, une dague en mithril. Oh, je ne m'attendais pas à trouver ce métal fantastique classique dans un endroit pareil. Tama, prends les rênes 1 minute. Ouais, je laissai Tama s'occuper du cheval, dis aux autres que j'allais récupérer les affaires du défunt et descendis la pente raide. Une fois arrivé à l'affleurement, j'ai entreposé les restes squelettiques blanchis et les objets coincés dans les rochers. Heureusement, je n'ai pas eu besoin de toucher aux objets pour les ranger. Dans la sacoche que j'avais trouvée, il y avait une mallette solide contenant plusieurs livres et un objet en forme de levier, fait du même matériau que l'appareil que le jeune garçon m'avait donné la veille. Les livres portaient des titres inquiétants. Il y avait 2 gros volumes, Canon magique, Guide d'entretien du sang noble et Canon magique, Guide d'opération du sang noble, et 3 plus petits qui semblaient être des codes. Ceux-ci devaient être reliés au Canon magique dont le chef des anciens avait parlé la veille. Le levier que j'avais trouvé était apparemment un bâton de contrôle de Canon magique, donc l'appareil à clé magique que le garçon m'avait donné la veille devait appartenir à cette personne aussi, peut-être un membre de l'aristocratie lié au marquis Munno. Ces matériaux semblaient importants et top secrets, mais comme le roi mort-vivant Zen avait détruit le Canon magique une vingtaine d'années auparavant, ils n'étaient probablement plus que des objets de collection. Il était encore matin lorsque nous arrivâmes aux ruines du sommet. L'ascension avait duré environ 2 heures. Cette ancienne forteresse était plus grande que le fort frontalier. Elle avait probablement abrité 200 ou 300 personnes lorsqu'elle était encore debout. La herse d'acier était tombée, bloquant l'entrée. Même avec la force combinée de nos 4 membres de l'avant-garde, elle ne s'ouvrait pas. Après tout, c'était la porte principale d'une forteresse. Tandis que tout le monde était concentré sur la herse, j'ai sauté par-dessus le mur extérieur et j'ai tourné la manivelle pour ouvrir la porte. En franchissant le mur, j'ai senti une sorte de barrière. J'ai fixé l'endroit où j'avais senti la barrière, mais je n'ai rien vu. Contrairement à la barrière de la forêt des illusions dans le comté de Kuanu, celle-ci semblait avoir complètement disparu une fois brisée. Nous avons déjeuné léger, composé d'une soupe chaude et de pain, dans la cour, puis avons exploré le périmètre du fort. La majeure partie était envahie par les mauvaises herbes, mais Pochi et Tama ont pris leurs outils avec empressement et ont rapidement dégagé un chemin. Nous sommes arrivés dans le jardin arrière. Là, quelques oiseaux oranges sans défense picoraient de la nourriture. Feu, il y a des œufs, monsieur. Si je nous avais dirigés droit vers le jardin, c'est parce que j'avais remarqué ces oiseaux sur la carte. Tout comme les poules du Japon moderne, ces oiseaux ne volaient pas très bien. Ils étaient lents, donc Tama et Pochi pouvaient les attraper facilement. Les poules oranges étaient toutes grosses et dodues, assez pour cacher le visage de Pochi après en avoir attrapé une. Les œufs étaient de taille normale, cependant, pas plus gros qu'un gros œuf de poule classique. Tiens, qu'est-ce que c'est? Me dirigeant vers la voix exaspérée d'Arisa, je trouvai un coin rempli de persil frais. Oh, du persil? Qui appelles-tu du persil? Je ne laisserai personne m'appeler persil à cet âge. Le moins que tu puisses faire, c'est de m'épouser jusqu'à ce que je sois adulte, même si ce n'est qu'un concubinage, maître. Arisa grogna comme un chien enragé, fronçant les sourcils et me sautant dessus. Lulu, qui était à proximité, écarquilla les yeux, surprise par le comportement de sa sœur. Quoi, persil? Signifie femme célibataire, ou quelque chose comme ça? Je n'avais jamais entendu personne dire ça, mais on dirait un manga pour filles. Sérieuse, et Lulu est ma sœur, alors tu devrais épouser les deux. Ouais, j'y réfléchirai si tu es toujours célibataire dans 10 ans, d'accord? Arisa semblait se diriger vers une remarque déplacée, alors je l'interrompis précipitamment. Vraiment? C'est promis, alors. Arisa serra les poings dans une pose digne d'une athlète triomphante plutôt que d'une petite fille, puis s'enfuit. Comme c'est gentil, ma compétence, oui fine, me fit entendre un léger murmure venant de Lulu. Je baissai les yeux et vis une expression sérieuse sur son joli visage. Si elle continuait à me fixer avec ses beaux traits, j'avais peur d'être tenté de m'engager sur le chemin obscur des lolicones. C'est peut-être pour ça que j'ai dit une bêtise. Maître, pourrais-je aussi? Bien sûr, Lulu. Si tu es célibataire dans 10 ans, je t'épouserai avec Arisa. Oui, je me suis laissé emporter et lui ai répondu d'une manière irresponsable. Un soupçon de culpabilité m'a serré le cœur à la vue d'un sourire aussi large sur le visage de Lulu. La bigamie semblait autorisée dans ce pays, mais je ne savais pas si je serais encore de ce monde dans 5 ans, et encore moins 10. J'étais arrivé ici soudainement, comme dans un rêve, il ne serait pas surprenant que je revienne aussi brusquement qu'au réveil. De plus, ce n'était pas comme si je n'avais aucun attachement à mon monde natal. Même si j'étais destiné à rester ici pour de bon, je voudrais d'abord envoyer des lettres à mes amis et à ma famille.
J'avais donc prévu de rejoindre l'Empire des Sagas une fois les projets de chacun réglés. Bon, je n'ai probablement pas besoin de m'en préoccuper trop sérieusement pour le moment. Si la magie existait pour invoquer et renvoyer les gens, je pourrais sûrement développer une magie qui me permettrait de me déplacer librement entre les mondes d'ici 10 ans. De plus, Arisa et Lulu ne resteraient jamais célibataires pendant 10 ans. Ignorant mes pensées les plus profondes, Lulu pressa ses mains contre ses joues et marmonna. Hi, une épouse, hein, mademoiselle Lulu, cessez ce sourire émouvant tant que nous ne sommes que toutes les deux, s'il vous plaît. J'ai failli céder au désir un instant, mais j'ai réussi à tenir bon en faisant appel à ma raison. Maître, si vous le souhaitez, venez ici et regardez ça. Heureusement, un appel de Lisa m'a sauvé de la noyade dans l'aura rosée de Lulu. Je me suis dirigée vers elle avec Lulu en remorque. Après avoir traversé une arche de roses fanées, nous avons trouvé une fontaine au milieu de la mer d'algues. On soupçonnait un piège, donc personne ne s'en est encore approché. Bien vu, après avoir loué la prudence de Lisa, j'ai inspecté la fontaine. Ma compétence, détection de pièges, ne réagissait pas du tout, et je ne voyais rien sur la carte qui ressemblait à une ruse. Je pense que c'est sûr. Après avoir rendu mon verdict, Lisa se dirigea vers la fontaine en éclaireuse, sa lance toujours prête. Brigade de désherbage, on fera de notre mieux, monsieur. Tama et Pochi surgirent aussitôt et taillèrent la végétation dans le couloir menant à la fontaine. Elles furent très efficaces. Satu, Mia s'approcha de nous en titubant sous l'arche, les bras chargés de légumes. Ce sont des brocolis et du céleri? Ils étaient un peu différents des variétés que j'avais vues au Japon, mais c'étaient bien des légumes familiers. Apparemment, ils poussaient dans le même coin que le persil. On devrait peut-être préparer un ragoût de brocolis pour le dîner, alors, suggérai-je. Super, Mia hocha la tête avec enthousiasme. Les filles bêtes attrapèrent 3 chèvres qui se trouvaient de l'autre côté de la fontaine, et Nana tenait un petit poussin orange dans la paume de sa main, ravie. Des plaques miners et des pruniers poussaient dans le jardin. Les plaques miners étaient aigres, mais j'en ramassai quelques-uns, pensant pouvoir les faire sécher. Pour un endroit censé être un repère de monstres morts-vivants, cet endroit était plutôt paisible. Clonk, clonk, avec Lisa armée en tête, nous entrâmes dans le hall d'entrée du fort. Tama et Pochi marchaient derrière Lisa, suivis de Nana, Arisa et Mia, et je fermais la marche. Le hall d'entrée comportait un escalier menant au premier étage, où la lumière filtrait par une fenêtre. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait organiser des bals. Comme les morts-vivants n'apparaissent que la nuit, nous avions décidé d'explorer le fort la veille de la véritable bataille, au coucher du soleil. Les restes squelettiques de plusieurs soldats jonchaient le hall d'entrée. Une fois la nuit tombée, ils commenceraient probablement à bouger. Je devrais probablement les mettre en réserve pendant la journée, puis les incinérer et les enterrer plus tard. En les regardant, j'ai vu que Lulu avait l'air très anxieuse. Arisa et Mia semblaient un peu nerveuses aussi. N'ayez pas peur, c'est parfaitement sûr pendant là. Alors que j'essayais de les rassurer, le claquement d'une porte qui claquait m'interrompit. Au même instant, des taches noires apparurent sur la fenêtre, occultant bientôt toute lumière extérieure. Mia et Lulu, hurlant, se sont accrochés à moi. Grâce à ma compétence, vision nocturne, j'ai pu voir notre avant-garde surveiller prudemment dans l'obscurité. J'ai sorti ma lampe magique de la réserve et l'ai alimentée en PM pour éclairer la pièce. Quehhhh. Idiot vandale. Vous ne connaissez pas votre place, osant pénétrer dans la base secrète de la renaissance de la maison du marquis Munot. Je ne pouvais pas distinguer la source de la voix. Il n'y avait personne d'autre sur mon radar que nous. En consultant la carte, j'ai déterminé que l'ennemi était l'un des spectres que j'avais repérés la nuit dernière. Il se trouvait au 3e étage souterrain du fort. Il n'était pas apparu sur ma carte à notre arrivée, je n'avais donc aucune idée d'où il venait. Il utilisait probablement un tube parlant ou un moyen occulte pour faire entendre sa voix jusqu'ici. Préparez-vous à devenir les pierres angulaires de la renaissance de la maison du marquis, aux mains de nos fidèles soldats. Effectivement, tandis que le spectre parlait, les soldats squelettes qui gisaient au sol se levèrent. Il n'était que 3 dans cette pièce, mais d'autres approchaient également d'autres pièces. Ces ennemis sont puissants, alors attaquez-les 2 par 2. Je m'occupe du dernier. Compris? Oui, monsieur. Ordres enregistrés. Passage en mode poupée de combat. Les 4 membres de l'avant-garde passèrent à l'action sans tarder. Je n'avais jamais entendu parler de ce soi-disant mode poupée de combat. Arisa ricanait à mes côtés, elle avait donc dû apprendre une phrase étrange à Nana. Bien sûr, l'état de Nana restait inchangé. Après avoir éliminé ma cible d'une pierre à la tête depuis le stockage, j'ai observé le combat de l'avant-garde. Les mouvements des soldats squelettes étaient saccadés, mais ils attaquaient avec des frappes aériennes rapides. Ce genre de coup pouvait vous tuer instantanément si vous baissiez votre garde. Tandis que Pochi parait les lourdes attaques à l'épée avec son petit bouclier, Tama visait les articulations des jambes avec son épée courte.
Les attaques de Tama étant si légères, un seul coup direct ne suffirait pas. Malgré tout, elle persista, et la quatrième attaque finit par briser l'articulation. Le squelette perdit l'équilibre et s'écroula, et les deux filles l'achevèrent d'un coup sec. Non loin de là, Nana parvint à utiliser son bouclier pour parer l'attaque d'un soldat squelette armé d'une grande hache. Grâce à sa technique Foundation Magic Body Strength Sénin, elle a réussi à suivre son adversaire, même si ce n'était que de justesse. Heureusement, Lisa était sur place, brisant les os du squelette de quelques coups rapides de lance. Elle semblait utiliser le bout émoussé, et non la pointe. Une fois la poussière retombée, les 3 soldats squelettes présents dans la pièce étaient vaincus. Les jauges de santé des 2 utilisateurs de boucliers avaient légèrement baissé, mais aucun ne présentait de blessures physiques notables. D'autres soldats s'avançaient vers nous depuis les autres salles, nous pourrions donc probablement nous occuper des soins plus tard. Les 3 filles bêtes avaient atteint le niveau 14 à la suite de ce combat. Chacune d'elles avait reçu une nouvelle compétence, frappe, pour Lisa, estoc, pour Pochi et détection d'ennemis, pour Tama. Cependant, elles ne pourraient les utiliser librement qu'après un repos suffisant pour que leur corps s'adapte aux nouvelles compétences. Malgré tout, le combat avait été plus serré que prévu, il serait donc judicieux de fortifier le champ de bataille et de faciliter les combats. C'est avec cette idée en tête que je me suis mis à construire une barricade. J'ai enveloppé quelques poteaux de tissu et lancé le sort-abri pour créer un treillis défensif. C'était un dôme avec une entrée et des trous plus petits pour attaquer. Cela protégerait l'arrière-garde pendant le combat. Ensuite, j'ai pensé qu'il fallait que je m'occupe de l'éclairage. La lampe magique éclairait les membres de mon groupe par derrière, afin que leurs ombres les gênent dans le combat. Mia, pouvez-vous éclairer la pièce? Mia a lancé un nouveau sort que j'avais développé. Bulle de lumière Otaruawa. Plusieurs sphères se sont matérialisées, telles des bulles de savon faiblement lumineuses. Le seul problème avec ce sort était son coût en PM élevé, car j'avais utilisé le code d'un sort de magie de lumière. En vérifiant tout le monde maintenant que la pièce était éclairée, j'ai remarqué que Lulu affichait une expression sombre et maussade. Peut-être que la vue des squelettes attaquants l'effrayait? Maître, puis-je vous aider? Lulu joignit les mains devant sa poitrine, la voix tremblante. Bon, elle avait l'air de vouloir dire quelque chose après que nous nous soyons débarrassés de ces voleurs professionnels. J'étais content que Lulu, d'habitude timide, m'ait parlé de son plein gré, mais je ne pouvais pas la mettre en première ligne sans aucune formation. Tandis que je réfléchissais à la manière de la convaincre, elle insista encore. Je veux être utile comme tout le monde. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu es déjà utile, Lulu. C'était la vérité. Je ne pouvais pas la laisser croire qu'elle était inutile. Juste avant que je puisse lui expliquer que chacun avait son rôle, Arisa me tira par la manche. Je la regardais par-dessus mon épaule. Maître, Lulu pourrait peut-être essayer un de ces pistolets magiques que vous utilisiez auparavant? Ah oui, j'avais oublié. Nous décidâmes d'essayer la proposition d'Arisa. Ainsi, Lulu devrait pouvoir participer au combat à distance. J'ai posé la lampe magique par terre, j'ai sorti le pistolet magique de rechange du stockage et je l'ai tendu à Lulu. Par précaution en cas de tyramie, je l'ai réglé au minimum. Visez le monstre. Puis appuyez sur ce petit élément, la gâchette, et une balle magique sortira du canon. D'accord. J'ai donné le pistolet magique à Lulu, nerveuse, et je lui ai demandé de tirer sur un pilier au hasard. Son premier tir a complètement manqué. Lulu, tu n'as pas besoin d'être aussi tendue. Essaie de te détendre. Je me suis placé derrière elle et j'ai posé mes mains sur les siennes pour lui montrer comment appuyer sur la gâchette. Doucement, comme ça, d'accord? D'accord. Le visage de Lulu était si rouge que de la vapeur lui sortait presque des oreilles. C'est vrai, j'avais oublié, puisqu'elle s'était habituée à moi ces derniers temps, mais Lulu était encore assez mal à l'aise avec les hommes. Désolé, j'étais trop près. Je reculai et Lulu laissa échapper un petit « ah » désespéré. Si j'étais un jeune garçon pubère comme mon apparence actuelle le laissait entendre, j'aurais peut-être eu un coup de foudre pour cette voix. Cependant, comme j'ai une trentaine d'années, j'éprouvais surtout envers Lulu la protection d'une gardienne. Alors, même si elle me regardait avec une expression étrangement sexy, je restais volontairement sérieux et lui fis faire un autre essai. Elle prit le pistolet magique plus vite que prévu et, après quelques essais supplémentaires, elle maîtrisa le coup. Cependant, comme la magie de Lulu s'était épuisée après seulement 2 tirs, elle dut recourir à des potions pour la récupérer. Arisa et Mia voulaient aussi utiliser le pistolet magique, alors je les laissais s'entraîner pendant que Lulu prenait une pause. Grâce à notre nouvelle barricade, le combat suivant fut beaucoup plus facile. Lulu, Arisa et Mia utilisèrent le pistolet magique à tour de rôle pour attaquer les soldats squelettes, puis les achevèrent à coups de lance ou de pierre. Chaque fois qu'un des soldats essayait d'attaquer avec une arme longue, je la lui arrachais de force. Au 3e round de ce combat détendu, presque digne d'un jeu,
la lance de Lisa s'est mise à produire une lumière rouge. Cela se produisait toujours au moment où elle portait un coup puissant, alors était-ce un effet visuel indiquant qu'une compétence avait été utilisée? La jauge de PM de Lisa avait légèrement diminué, la magie était donc impliquée. Nous avions un peu de temps avant l'arrivée du prochain ennemi, alors j'ai abattu le mur de l'abri actuel et en ai installé un nouveau. Puis j'ai décidé de demander à Lisa de me montrer sa technique avant le prochain combat. Lisa, peux-tu me montrer à nouveau ce dernier coup de lance? Le dernier coup? Lisa a répété le mouvement malgré sa perplexité, mais cette fois, il n'y avait pas de lumière rouge comme la fois précédente. J'ai sorti une lance du stockage grâce au sac de garage. Je l'avais récupérée lors de l'incident du berceau, et elle avait un design similaire à la rapière de Nana. J'ai essayé de reproduire le mouvement de Lisa avec la lance. Bien sûr, elle n'a pas produit de lumière rouge, et elle n'a même pas produit le son puissant de celle de Lisa. C'était probablement parce que je faisais attention à ne pas percer le sol avec ma force excessive, mais malgré tout, mon petit « fouch » était décevant comparé au fracas sonore que produisaient habituellement les attaques de Lisa. C'était une excellente estoc. J'étais un peu gêné que Lisa me complimente pour une tentative aussi faible. Excusez-moi, maître, si vous me le permettez. Incapable de supporter mes échecs répétés, Lisa se plaça derrière moi et posa ses mains sur les miennes, sur la lance, pour m'expliquer. Pour asséner un estoc, il est préférable d'effectuer un mouvement du poignet pour faire tourner la lance à l'impact, comme ceci. Gardez une prise souple sur la lance, puis resserrez-la au moment de frapper. Je vais vous montrer lentement, alors faites attention à mes doigts et à mon poignet. Lisa me montra le timing, les mains sur les miennes. Je comprenais pourquoi, c'était difficile à comprendre avec une explication verbale. Une fois Lisa écartée, j'ai essayé. Ouais, c'est mieux. Impressionnant comme toujours, maître. Vous avez compris l'essentiel en une seule démonstration. Seulement parce que tu es une si bonne professeure, Lisa. Certes, son enseignement était excellent, mais si j'avais appris si vite, c'était probablement parce que j'avais une compétence lance au maximum. J'ai réessayé quelques fois pour mémoriser la sensation. Mes coups ressemblaient désormais beaucoup plus à ceux de Lisa, mais je n'arrivais toujours pas à produire la lumière rouge de ma lance. Il me fallait sans doute une autre compétence pour cela. Le cliquetis des os à l'autre bout de la pièce annonça l'arrivée de 2 autres soldats squelettes. J'ai fait frapper tout le monde pour qu'ils gagnent tous de l'EXP avant d'achever les ennemis. J'ai touché le premier au crâne, au sternum et à la colonne vertébrale en 3 attaques rapides. Plus grand que compétence acquise, estoc, plus grand que compétence acquise. Frapper, plus grand que compétence acquise. Percer, plus grand que compétence acquise. Attaque consécutive, comme ça, j'ai acquis toutes sortes de compétences. Je les ai investies, activées, puis j'ai vaincu le deuxième squelette. Malheureusement, je n'arrivais toujours pas à faire briller ma lance. Peut-être Lisa avait-elle appris un nouveau tour qu'elle n'avait pas encore acquis comme compétence? Elle avait épuisé un peu de magie, et la lueur rouge était identique à celle d'un outil magique chargé, donc la magie devait avoir un lien. Maître, un nouveau est arrivé. Je vais bien. Abaissez-la comme avant, s'il vous plaît. Compris. Je laissais Lisa diriger le combat, puis j'essayais d'injecter de la magie dans la lance d'acier. C'était étrange. Si je devais l'exprimer avec des mots, je dirais que c'était comme verser de l'eau dans un tuyau bouché par de l'argile et criblé de trous. C'était difficile de faire passer la magie, et même quand elle y parvenait, elle s'échappait comme une passoire. Ah oui, j'ai lu dans un livre sur les outils magiques que le fer avait un effet diffuseur de magie. Quand j'y ai injecté de la magie, elle s'est illuminée en rouge l'espace d'un instant, mais l'instant d'après, il y a eu un craquement sec et la pointe de la lance s'est fendue. Personne, à part Tama, ne sembla remarquer le bruit au milieu du vacarme de la bataille. Je la remplaçai donc rapidement par une autre lance du même modèle dans le stockage et fis comme si de rien n'était. Quant à Tama, je fis signe, ne le dis à personne. En retour, Tama fit signe d'accord d'une main. Puis, après le combat, je décidai d'emprunter la lance de Lisa et de retenter l'expérience. Lisa, pourrais-tu me prêter ta lance 1 minute? Compris. Lisa me tendit la lance avec révérence, et je l'acceptai en y ajoutant un peu de magie. Je ne voulais pas exagérer et la briser, alors je veillais à n'en utiliser qu'une petite quantité. Cette lance était bien plus facile à infuser que celle en acier, et une faible lumière rouge jaillissait de ses articulations. J'essayais d'ajouter un peu de magie. Cette fois, je sentis vaguement quelque chose coller. C'était la même sensation que lorsque j'avais essayé de recharger la magie de Nana. Me souvenant de cette époque, j'ai ajusté finement la force du flux magique, dégageant le passage de la magie à travers l'arme comme je l'avais fait avec le corps de Nana. Plus grand que compétence acquise, réglage de l'outil magique, plus grand que titre acquis. Accordeur, cela a dû porter ses fruits, car la pointe et d'autres parties de la lance brillaient maintenant après un seul point de magie. Lorsque j'ai balancé l'arme, elle a laissé une magnifique traînée de lumière rouge. Plus grand que compétence acquise,
Performance de danse, plus grand que titre acquis. Danseur, cela ne semblait pas utile en combat, car cela permettrait à mes adversaires de lire la trajectoire de la lance, mais cela pourrait être intéressant pour une sorte de performance de danse. C'est la lame ensorcelée? Murmura Arisa. C'est donc à ça que ressemble la lame ensorcelée? Merveilleux. Maître, je ne savais pas que vous étiez capable d'utiliser un tel art. Il faut d'innombrables années au maître en arts martiaux pour le maîtriser. Lisa a fait l'éloge de manière mélodramatique. Est-ce un art célèbre? Eh bien, je pense que chaque territoire ne compte que 2 ou 3 personnes autorisées à l'utiliser. Mais si vous alliez dans la capitale royale d'un grand royaume comme Shiga, je suis sûr qu'il y en aurait des dizaines. L'exagération de Lisa me laissait penser que c'était une capacité incroyable, mais je suppose qu'elle n'était pas si rare. Ou peut-être que si l'on se base sur le nombre de personnes par territoire, elle serait certainement plus rare que boîte à objets ou analyse. Je ne devrais donc pas l'utiliser devant des gens, alors? Peut-être pas. J'ai entendu dire que les nobles considèrent comme un symbole de statut social d'employer des chevaliers dotés de cette capacité, donc si les gens découvrent que vous pouvez l'utiliser, vous serez très demandé. Alors, l'utiliser en public scellerait mon destin, non? J'ai remercié Lisa et lui ai rendu sa lance, puis j'ai réessayé avec l'acier. Ça n'a pas marché, peut-être parce que je n'avais pas les compétences nécessaires. De toute évidence, les armes fabriquées avec des parties de monstres comme la lance de Lisa étaient bien adaptées à l'utilisation de la lame enchantée. J'aurais pensé que les épées sacrées et les lames sacrées du stockage seraient encore plus efficaces, mais il serait absurde de tester ça ici. Après 20 soldats squelettes, leur assaut était terminé, et c'était à notre tour d'attaquer. Cependant, une situation survint qui me fit me demander si nous ne devrions pas plutôt battre en retraite. Lulu n'avait pas l'air en forme. Lulu, ça va? Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Arisa, assise par terre, s'inquiétait de la maladie de la montée de niveau. Peut-être qu'elle a le mal des niveaux. Vraiment? Ce n'est donc pas une légende urbaine, dit Arisa avec surprise, et j'acquiesçai. Lulu était passée du niveau 2 au niveau 6 au cours de la bataille et avait gagné 4 compétences, lancer de sorts, tir, conduite, et cuisine. Les autres enfants n'avaient pas progressé du tout. La compétence lancer de sorts semblait provenir du fait qu'elle avait pratiqué la magie avec Arisa il y a longtemps. J'étais vraiment très jalouse. Après un moment de discussion, nous avons décidé que je la porterais sur mon dos. Il serait dangereux de la laisser seule ici, après tout, et elle serait plus en sécurité si elle restait près de moi. C'est alors que j'ai fait une nouvelle découverte. Bien que peu de temps se soit écoulé depuis notre première rencontre, la poitrine de Lulu avait grossi. Elle avait été un bonnet A auparavant, mais maintenant elle avait clairement franchi le cap du bonnet B. Après tout, elle est en pleine poussée de croissance. Espérons que cette tendance se poursuive en grandissant. Tandis que je l'encourageais intérieurement, nous sommes arrivés sains et saufs au 3e étage souterrain, devant la pièce où le spectre rôdait. En chemin, nous avions vaincu 6 autres soldats squelettes qui tentaient de nous arrêter. Ils étaient un peu plus forts que ceux des étages supérieurs, mais ils n'avaient rien d'autre de particulier. Comme le spectre de cette pièce avait une attaque de paralysie, j'ai décidé de préparer des potions anti-paralysie pour tout le monde. C'était une recette assez simple, alors j'ai effacé mon nom et je les ai produites facilement. Bon, maintenant, on est prêt. Enfin, place au combat contre le boss. Le boss peut utiliser la magie de glace, alors j'y vais en premier et je l'élimine. Vous autres, attendez un peu avant de venir après moi. Il y a aussi 4 soldats squelettes plus forts, alors je vous les laisse. Compris. Sérieusement, mademoiselle Lisa, on ne peut pas le laisser foncer tout seul. Arisa, le maître peut vaincre un seul spectre sans difficulté, à mon avis. Arisa était la seule à s'opposer à ma stratégie. Ça ira, d'accord? Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi, à moins que l'ennemi ne soit un démon de l'enfer supérieur ou quelque chose comme ça. Supérieur. J'ai répondu en plaisantant, puis j'ai fait évacuer tout le monde à distance de la porte. Maître, s'il vous plaît, utilisez au moins ceci. Lisa m'a tendu sa lance adorée. Je crois que la lance que tu possèdes actuellement ne te permettra pas d'utiliser efficacement la lame magique. Idéalement, je préférerais t'accompagner, mais je comprends que je ne suis pas assez fort pour le faire. Et si je pouvais au moins t'offrir ma lance? D'accord, je te la prête 1 minute, alors. J'acceptai la lance de Lisa et lui tendis celle en acier. J'avais prévu d'utiliser une épée sacrée pour obtenir la compétence lame magique, une fois à l'intérieur, mais je ne voulais pas gâcher la gentillesse de Lisa, alors j'ai accepté son prêt avec gratitude. Quehhhh. Vous êtes donc venus chercher la mort, vandales insensés. La grande maison du marquis Munot. En entrant dans la pièce, le spectre commença à prononcer un discours, mais je ne m'y intéressais pas vraiment pour l'écouter. La salle avait un haut plafond, comme une salle d'audience. Au fond se trouvait un trône, sur lequel était assis un squelette vêtu des restes en lambeaux de vêtements aristocratiques.
Le spectre semi-translucide se superposait au squelette, et son teint pâle ressemblait vaguement à celui de sa vie. Et 4 gardes squelettiques en armure complète le flanquaient. Ignorant toujours les paroles du spectre, je m'approchai vivement du trône, rechargeant la lance de Lisa. Je pris garde à ne pas utiliser trop de magie, de peur de la briser accidentellement. Et donc, la maison du marquis étant enfouie sous ses terres. Je n'étais qu'à environ 5 mètres, et pourtant le spectre continuait à pontifier. Il était probablement sous l'emprise d'une obsession qu'il avait eue à sa mort. Une fois la compétence, l'âme enchantée, maîtrisée, je décidai de l'exorciser avec une lame divine. Utiliser une épée sacrée aurait plus de chances d'anéantir l'âme que de l'envoyer au repos. D'un pas ferme, je balayai la lance un instant, créant une traînée de lumière rouge. Mes compétences, frappe et estoc, s'activèrent, et l'élan me porta vers une puissante attaque à travers le soldat du spectre, dans le vide au-delà. Au moment où la pointe rougeoyante de la lance toucha le spectre, elle disparut, laissant derrière elle une ondulation semblable à une goutte de peinture noire à la surface d'un lac. Plus grand que compétence acquise, l'âme ensorcelée. Oups, était-ce trop puissant? À ce moment-là, soit j'ai été trop distrait, soit j'ai fait une erreur en utilisant des compétences inutiles, car la lance de Lisa s'est mise à vibrer étrangement. Oh, mince, elle devait atteindre ses limites. Des traînées rouges commençaient à apparaître sur la surface noire de la lance, comme si elle allait se fissurer. Je me suis empressé de retirer la magie de la lance. Cette fois, j'ai pris soin de ne pas la retirer d'un coup. Elle risquait de se briser comme une tasse brûlante plongée dans l'eau froide trop brusquement, et je ne voulais pas ça. La lance était encore teintée de magie, mais l'étrange vibration avait cessé. J'ai essayé de la balancer à plusieurs reprises. Heureusement, l'équilibre n'avait pas changé, et les stries rouges ne semblaient laisser aucune fissure ni rayure à la surface. Elle ressemblait beaucoup au liquide durci du circuit de création d'outils magiques. Puisque cette lance était fabriquée à partir de parties de monstres, elle était peut-être exposée aux mêmes composants que les noyaux de monstres, voire constituée d'une version cristallisée. Après une rapide évaluation de la lance, je me suis rendu compte que ses performances s'étaient grandement améliorées. Je ne me souvenais plus exactement de ses statistiques d'origine, mais j'étais quasiment certain qu'elle était similaire à la lance d'acier, et qu'elle était maintenant près de 7 fois plus résistante. Elle n'était toujours pas comparable à mes épées sacrées, mais c'était une amélioration inhabituelle. Son nom avait même changé, passant de lance de criquet des grottes noires à lance de criquet magique. Je me demandais quelles étaient les normes de dénomination exactes. Elle était traitée comme un objet complètement différent d'avant la transformation, le nom de son créateur étant devenu blanc. J'avais dû oublier de le renommer après avoir créé ses potions anti-paralysie. Plus grand que titre acquis, forgeron de lance magique, compétence acquise, imprégnation magique, plus grand que compétence acquise, amélioration des armes, les enfants entrèrent dans la pièce, suivant Lisa. Oh là là, c'est déjà fini? Demanda Arisa. Oui, je suppose. Je remarquai que les squelettes vêtus d'armure de plaques s'étaient effondrés au sol, leurs os éparpillés partout. Je suppose que lorsque leur maître a péri, les sous-fifres ont disparu aussi. Je suis désolée, Lisa. Ta lance a l'air différente maintenant. Est-ce un motif, pas des fissures? Surprise, Lisa caressa la surface de la lance de cricket magique. Puis elle la balança lentement en l'air à quelques reprises pour expérimenter. C'est peut-être mon imagination, mais c'est comme si mes sens voyageaient jusqu'à la pointe de la lance maintenant, encore plus qu'avant. Sur ce commentaire, elle donna un coup plus puissant, et les traînées rouges s'illuminèrent en réponse. Je vois, se pourrait-il que tu l'aies remodelée pour que j'apprenne à utiliser la lame magique? Je voulais la rassurer, mais elle semblait si heureuse que je n'ai pas pu me résoudre à lui dire. Le lendemain matin, je finirai par lui avouer que j'avais failli briser la lance et m'excuser humblement. Attends une minute, il y a une porte secrète par ici. Arisa retira la tapisserie derrière le trône et me fit signe. D'après ma compétence, analyse, le blason sur la tapisserie appartenait au marquis Munot. Ma compétence, détection de piège, sonnait l'alarme, alors j'ai demandé à Arisa de se retirer pendant que je désarmais le piège. Puis je suis entré dans la pièce secrète. Pour une raison inconnue, il y avait 2 slimes dans les coins de la pièce. Je les ai donc éliminés et j'ai mis les restes en réserve. Après m'être assuré qu'il n'y avait plus de danger, j'ai appelé les autres. Waouh, quel éclat, monsieur, remarquable. Waouh, qu'est-ce que c'est? Tout le monde est entré et s'est exclamé avec surprise devant les piles de trésors. Il y avait un amas de ce qui devait être 10 000 pièces d'or Shigan, des statues en métaux précieux et des bijoux exposés. Le long des murs, des piles de carton remplies d'équipements. Des armes en mithril étaient alignées sur de magnifiques présentoirs. Les objets enveloppés dans du papier huilé étaient probablement des peintures. Il n'y avait pas un seul objet rouillé ni un grain de poussière. Les slimes avaient probablement servi à nettoyer et à dérouiller. J'aurais dû les capturer sans les tuer. J'ai dit aux enfants qu'ils pouvaient regarder ce qu'ils voulaient,
et tout le monde a commencé à fouiller la pièce. Pochi et Tama ont couru autour de la montagne de pièces d'or, Lisa m'a demandé la permission avant d'inspecter les armes, Mia a examiné les instruments de musique en argent avec une expression impénétrable, et Arisa a ramassé des pièces d'or à deux mains, ricanant quelque chose à propos de remplir une baignoire. Tout le monde semblait s'amuser. Quant à moi, j'ai découvert une sacoche magique semblable au sac de garage, enveloppée dans du papier huilé, dans un coin, près de caisses en bois. Elle était remplie de livres et de documents. Il s'agissait principalement de rapports sur les recettes fiscales territoriales et d'informations sur un projet de site minier, mais il y avait aussi des livres de sorts de niveau intermédiaire et avancé. Malheureusement, il n'y avait pas de parchemin. Le sac lui-même était à peu près de la même taille que mon sac de garage, mais sa capacité était bien moindre. Malgré tout, même 10 pieds cubes d'espace était assez impressionnant. Alors que je rangeais le petit sac de garage au stockage, Nana apparut dans l'embrasure de la porte, portant Lulu. C'est incroyable. C'est un trésor ? Je demande. On dirait bien. La famille du marquis Munot avait dû cacher ce trésor pour la renaissance de leur maison. Mais d'après ce que j'avais entendu, il ne semblait plus y avoir de famille du marquis Munot dans les parages, alors on pouvait faire comme on voulait. Ce serait une belle récompense pour avoir exterminé ce spectre. Après avoir demandé à tout le monde de me faire savoir s'ils voulaient quelque chose, je me suis joint à l'exploration des objets. Plus grand que Titraki, pilleur de tombes, Titraki, chasseur de trésors, j'ai acquis un titre plutôt insultant au passage, mais je l'ai ignoré en fouillant dans le butin. Maître, Lisa m'a fait signe depuis le fond de la pièce. Un objet semblable à un œuf, de la taille d'un camion, y était enchâssé. L'écran de réalité augmentée l'appelait canon magique, sang noble. La même arme de destruction massive dont le vieil homme m'avait parlé. Si le cadavre retrouvé dans les montagnes était arrivé vivant, un nouveau massacre aurait pu avoir lieu. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Probablement un outil magique. Pourriez-vous vérifier ces armes à nouveau et voir si nous pouvons y trouver quelque chose d'utile ? Je m'en occupe. Compris. Une fois Lisa partie de la pièce, j'ai rangé le canon magique dans la réserve et créé un dossier dédié pour lui et tous les objets et matériaux associés. Mieux valait mettre sous clé un objet aussi dangereux. Tant qu'il était dans ma réserve, personne ne pouvait en faire un mauvais usage. C'était notre 10e matinée dans la baronnie de Munot, 3 jours après avoir vaincu le spectre. Nous étions toujours dans la forteresse. Les enfants et les vieillards pourraient peut-être vivre ici ? Après cette remarque d'Arisa, nous avions appelé les vieux et les jeunes bandits et commencé à réparer le fort. Au début, je n'étais pas très enthousiaste, mais une fois lancé, cela m'a rappelé la construction d'une base secrète quand j'étais enfant. J'ai fini par y prendre plaisir, revivant un peu mon enfance. Nous avons réparé le puits cassé et remis en état une des baraques, puis nous avons donné aux anciens du tissu et de la fourrure pour qu'ils puissent raccommoder leurs vêtements fragiles. Ensuite, nous avons creusé un champ dans la cour afin qu'ils puissent cultiver de la nourriture dès le printemps. Pour les produits, j'ai donné des fruits de Gabo au chef des anciens. C'étaient les mêmes que j'avais confisqués aux voleurs auparavant. Nous avons demandé aux enfants de nous apprendre quelles herbes sauvages étaient comestibles et nous les avons ramassées pendant que les filles bêtes et moi allions chasser le sanglier. Outre les herbes sauvages comestibles, nous avons ramassé une abondance de courges qui ressemblaient à des melons d'hiver. Elles n'étaient pas bonnes à manger crues, mais elles feraient sans doute de bons plats en ragoût ou sautés. Mia était ravie. Pour ce qui est des provisions immédiates, nous avons tous travaillé ensemble pour préparer de la nourriture fumée et de la viande séchée en grande quantité. J'ai sorti la viande de monstre de l'entrepôt, mais j'ai dit à tout le monde que nous avions chassé dans les montagnes. Pour assurer leur sécurité, j'ai placé une pierre sacrée normale au centre du fort. Le chef du groupe de personnes âgées ayant un niveau relativement élevé, il devrait pouvoir l'alimenter en magie. J'ai construit un cadre en bois autour de la pierre sacrée pour qu'elle ressemble à une partie de la forteresse d'origine, ce qui m'a permis d'acquérir quelques compétences douteuses comme déguisement et destruction de preuves. Puis, après 3 jours passés à nous assurer que les monstres morts-vivants ne ressusciteraient pas, nous avons décidé de quitter le fort. Avant de partir, nous avons organisé une cérémonie commémorative avec les enfants et les personnes âgées pour les ossements que j'avais trouvés dans les montagnes. Il ne s'agissait pas tant de pleurer les morts que de s'assurer qu'ils ne reviennent plus. Alors que nous faisions nos adieux à la forteresse, les enfants nous ont interpellés. Monsieur le marchand ? C'est un cadeau de remerciement de notre part à tous. La petite sœur de la petite Totona m'a tendu une petite bourse. À l'intérieur se trouvait une collection de magnifiques galets qu'ils avaient ramassés au bord de la rivière. C'était sans doute le trésor des enfants. Le mélange contenait même de véritables pierres précieuses et du minerai. J'ai pris une pierre de la collection et leur ai rendu le reste. J'en prends une, mais vous devriez garder les autres, d'accord ? D'accord. La petite fille s'est cachée timidement derrière sa sœur aînée. Après avoir reçu les remerciements et les adieux des anciens et des enfants, nous sommes descendus de la montagne. Nous étions restés un peu plus longtemps que prévu,
mais comme nous n'étions pas particulièrement pressés, ce n'était pas un problème. Notre calèche nous a conduits le long de la rive où les anciens avaient campé et sur un solide pont de pierre. Puis, au carrefour avec la route principale de l'autre côté, nous avons changé de chemin pour suivre la rivière asséchée. Assis sur le plancher chaud du wagon, je fis rouler le caillou que j'avais récupéré plus tôt entre mes mains. Il y avait des pierres précieuses bien plus jolies dans ce sac. Pourquoi en avoir choisi une aussi simple? C'est un trésor pour moi. Arisa regarda le caillou avec perplexité, alors je lui répondis d'un ton un peu prétentieux. Ce caillou rouge opaque s'appelait « pierre de sang de serpent » et servait de matière première en alchimie. Comme la poudre de dragon que j'avais achetée en gros à Seriou, c'était l'un des composants d'un antidote universel. Il me manquait encore d'autres matériaux, je ne pouvais donc pas en fabriquer un pour l'instant, mais ça ne pouvait pas faire de mal d'en avoir un sous la main. Apparemment, la petite sœur de Totona l'avait trouvé dans la rivière asséchée le long de la route principale. Après avoir cherché la pierre de sang de serpent sur la carte, j'ai découvert qu'il y en avait un grand nombre dans le lit asséché de la rivière. Nous avons donc fait un petit détour pour ramasser les pierres et avons campé à proximité pour la nuit. Le sanglier grillé que nous avons dégusté ce soir-là était exceptionnel.